Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Aujourd'hui, je vous propose une conférence d'Alexandre Chemetov. Il est architecte, urbaniste, paysagiste et il nous raconte lors de la 4e édition des Métamorphoses, le laboratoire des formes urbaines, en particulier dans le cadre d'un été au Havre, l'art dans la ville de demain, il nous propose de nous expliquer son travail et sa conception du front de mer havrais. C'était le vendredi 6 février 2026 au FITS, au Volcan. Je vous remercie de m'avoir invité au Havre, ville que je connais, à laquelle je suis attaché pour avoir fait il y a quelque temps l'aménagement de la plage. Tout à l'heure, Vianney parlait du parcours et je me souviens avoir fait le chemin de Paris au Havre à bicyclette avec mon jeune fils en longeant la Seine, qui est un parcours beaucoup plus long que par la route, puisque longeant le fleuve, on fait 400 km alors qu'on en fait 200 par la route. Mais ces 400 km dans les méandres de la Seine nous conduisent insensiblement du point kilométrique zéro des routes de France au pied de Notre-Dame, au bord de la mer. Et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, il est certain que, en ce qui me concerne, j'ai besoin de comprendre où je suis. Et pour comprendre où l'on est, il faut d'une certaine façon parcourir le territoire. Dans un article que j'ai eu l'occasion d'écrire pour la revue 624, je rappelais cette idée que pour moi, le Havre est un être géographique. C'est-à-dire que c'est une situation. Avant d'être une ville même, avant d'être cette composition entre la ville reconstruite et la ville qui a résisté aux démolitions, ces démolitions dont parle Mélisse de Kerangal en expliquant, en décrivant la violence du bombardement, puisque les rails du tramway fondaient sous l'action des bombes incendiaires. Donc on comprend que c'était plus qu'une ville détruite, c'était une ville arasée. Et quand on était amené à travailler sur la plage, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que c'était une façon de n'être pas dans la ville de Perret, ni dans la ville conservée par ailleurs, mais d'être dans l'entre-deux. Vous disiez ce matin qu'on pouvait tous dire, puisqu'on était entre nous. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'une certaine façon de sortir de l'entre-nous pour être dans l'entre-deux, qui est une chose un tout petit peu différente, et qui serait une sorte de positionnement qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire de décentrer le point de vue qu'on peut avoir sur une ville par rapport à un point de vue qui serait un point de vue axial, c'est-à-dire celui qu'on peut avoir sur la ville de la reconstruction, ou sur la ville conservée, ou sur la ville portuaire. Mais ce qui m'intéresse, et c'est la qualité de la plage, c'est d'être une sorte d'entre-deux. Alors la première photo, c'est une photo de la vigie telle que nous l'avions construite alors, et avec des conteneurs. Il était question de l'évocation du caractère industriel de la ville, et surtout du fait que devant la plage croisent les bateaux qui rentrent dans le port du Havre, puisque pour entrer dans le port du Havre, il faut aller devant Sainte-Adresse et arriver latéralement sur l'estuaire de la Seine. Et que la légende dit qu'il vaut mieux se confier à Sainte-Adresse qu'à Saint-Denis pour rentrer dans le port du Havre, puisque Saint-Denis est l'ancien nom de Sainte-Adresse. Saint-Denis, chef de co.
Donc on avait choisi volontairement de faire des conteneurs en aluminium, considérant que la plage du Havre, par rapport à l'autre côté de l'eau, c'est-à-dire Deauville ou Trouville, ne pouvait pas être une duplication de l'univers balnéaire du pays d'Auge. Et que là, on était plutôt du côté du pays de Caux et de la ville industrielle du Havre. Et que c'est la raison pour laquelle on avait fait fabriquer ces conteneurs en aluminium qui prenaient la lumière dont il était question tout à l'heure à propos de Claude Monet et qui prenaient la lumière particulière du ciel de la plage du Havre. Alors, cette année, je vais vous faire une confidence, je passe toute l'année, depuis le début du mois de février, dans la Seine-Maritime. L'an dernier, j'étais à Paris, et l'an prochain, je serai dans le département qui s'appelle la Seine-et-Marne, puisque je joue à un jeu de loi géographique qui consiste à, chaque année de ma vie, de me trouver dans le département qui porte le numéro de mon âge. Donc comme, si vous voulez, l'an passé j'étais à Paris, l'an prochain je serai en Seine-et-Marne et cette année je suis en Seine-Maritime. Donc je pourrais bénéficier des beautés de Rouen, de l'abbaye de Jumièges, d'Étretat, des Valleuses du pays de Caux, des Grandes Dalles, etc., etc. Et de ma ville de prédilection dans le pays de Caux, qui est Gonneville-la-Mallet. Voilà, bon, les spécialistes apprécieront. Donc voilà, 1950, c'est l'idée que l'été, sur la plage, il y a une ville éphémère qui se construit. Et que cette plage n'est pas seulement un élément naturel, qu'elle est aussi une ville qui disparaît l'hiver et qui réapparaît l'été. On voit le boulevard Albert Ier, puisque le roi des Belges avait passé un temps d'exil à Sainte-Adresse, et on comprend cette situation, où les restaurants, les activités se trouvaient le plus près possible de la promenade de Sainte-Adresse. Voilà l'état dans lequel on trouve la plage un peu plus tard, au début des années 90, avec les restaurants éphémères qui sont tout à fait le long du boulevard Albert Ier. Bon, arrivant, j'essaie de comprendre comment est constitué cet endroit, en regardant d'un côté puis de l'autre, et on fait une maquette dont j'ai retrouvé simplement avec la promenade donc, et puis un jardin, la plage, les cabines, pardon. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait travailler parallèlement à la ligne du rivage, et non pas, pas seulement perpendiculairement. Alors on avait fait tout un travail avec Daniel Cressan, qui était un entrepreneur installé à côté de Cuverville, et qui avait apporté sur la plage un semoir à pommes de terre du pays de Caux pour pouvoir disposer les galets sur la promenade. Et j'aimais beaucoup l'idée qui est à ce propos-là une sorte de rencontre entre l'arrière-pays et la plage. C'est-à-dire comme si les techniques agricoles qui étaient par ailleurs pratiquées dans l'arrière-pays allaient venir en avant. Et puisque vous disiez à juste titre que la limite de la ville se dispersait, je trouvais intéressant qu'on ait cette sorte de métaphore au fond des services que peut rendre la campagne à la ville grâce à ce semoir de pommes de terre. Et puis Arnaud Dubois-Freinet, qui est plutôt de Fécamp, était venu faire des photos noir et blanc du chantier, des galets, mais aussi des traverses en bois et des premières mises en œuvre de la plage. On avait fait des maquettes pour les conteneurs, et ça c'était l'allure des bains maritimes quand on les a livrés,
Et j'aimais bien qu'ils aient cette coloration, ce côté, enfin cette façon d'attraper la lumière dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y avait ce contact avec la ville qui n'est pas la ville de la reconstruction, puisque là, on voit la villa d'Armont-Salacrou, on comprend qu'on est dans une autre dimension de la ville. Et je m'intéressais, au fond, à ce contact entre, justement, de l'entre-deux, où on n'est ni vraiment là, et qu'on emprunte à la ville qui est devant nous, vous voyez les escaliers en briques qui redescendent sur le bord de la plage. La rivière, qu'on avait capté, une petite rivière, 2 mètres cubes par d'écoulement non, c'était 2 litres seconde, pardon, du petit débit de la rivière. L'endroit qui devait être un parking qui est devenu finalement une promenade. Et cette façon, finalement, de se glisser entre le rivage et la ville, entre les villes, en se disant que peut-être la question la plus intéressante serait de regarder la ville en biais, d'une certaine façon, de la regarder comme on la voit depuis la plage, et comme on la voit pas exactement de la façon dont on la voit lorsqu'on parcourt la ville elle-même. Et voilà, la digue, qui l'été devient aussi une ville, mais une ville qui s'organise avec le fait que la promenade est légèrement surélevée par rapport aux terrasses des restaurants, et que les gens qui marchent sur cette espèce de podium sont un peu comme des mannequins qui défilent dans un défilé de mode, les autres les regardant passer, et ils deviennent tous les promeneurs de la plage deviennent en quelque sorte les stars d'un jour. Voilà. Vous voyez, on peut aussi passer à vélo. Alors, le maire du Havre m'a dit que la digue avait un peu souffert des coups de mer. Alors il faut, effectivement, pour rebondir sur la question qui était posée à Dominique tout à l'heure, la réparer, l'entretenir, et puis faire qu'elle perdure comme un espace à la fois fragile, exposé aux éléments, et qui s'adresse à la ville tout entière. Parce que lorsqu'on a fait cette plage, la ville de la reconstruction de Péray n'était pas classée au patrimoine mondial. Et en fait, c'était compliqué de trouver un endroit qui représentait la ville tout entière. Et on a compris que la plage, elle pouvait être aussi un lieu qui représente la ville dans son entièreté, quoi. Les gens du plateau, comme ceux de la ville de la reconstruction, comme ceux du quartier à côté de la piscine dont il était question, etc., etc. Et que ce lieu, à la limite de la ville, était en même temps une représentation de tous ses habitants. Alors, c'est aussi un lieu sacré, d'une certaine façon, mais en même temps un lieu laïque, ce que j'aime beaucoup, parce que je ne pense pas que le sacré soit lié à une quelconque religion. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée que notre attache au territoire et à son entretien, et à sa culture, soit liée à ce que Paul Vidal de la Blache appelait un être géographique. Et c'est à cet être géographique qu'on a consacré cette intervention. Alors je poursuis avec d'autres exemples, d'autres horizons. Là, nous sommes à Nancy, sur la place Stanislas. Et ce qu'on voit à l'horizon, sur le plateau, c'était les 2 plus grandes barres de France, construites en 1962, année de la fin de la guerre d'Algérie, par un architecte Grand Prix de Rome qui s'appelle Bernard Zerfus, et qui a construit ces 2 bâtiments en reprenant
tous les bâtiments sur le plateau de Haye, c'est maintenant comme ça que s'appelle cet endroit, portent des noms d'arbres. Donc là, on a le tilleul argenté et le cèdre bleu. Et à eux deux, ils font 1 kilomètre de long, ils sont à 150 mètres au-dessus de la ville de Stanislas, et ça c'est la vue qu'on a depuis le bureau du maire de Nancy sur la place Stanislas. Ça c'était l'état de cet endroit avec l'ancienne carrière Solvay et ses constructions, le projet qu'on a fait, les transformations, et là encore une fois la question de savoir comment dans cette architecture en quête d'absolu, on peut introduire une pensée et une action relative. C'est-à-dire comment on peut à la fois s'intéresser à faire exister la ville de la forêt et en même temps transformer les bâtiments qui sont des bâtiments peu confortables, avec des cuisines trop petites, des ascenseurs qui desservent des demi-niveaux, des cuisines qui sont au nord et la salle à manger au sud, il faut traverser tout l'appartement. 3 typologies pour 1500 logements, ce qui fait pas beaucoup. Et donc, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et donc, on propose de faire tout autre chose et de dire, après avoir créé la ville de la forêt, dans cette ville de Nancy, qui est la ville fondatrice de l'école des eaux et forêts, c'est-à-dire qui sont les deux dimensions de la ville, c'est la forêt sur le plateau, l'eau sur les bords de la Meurthe. Donc cette transformation, pour dire à la fin, il faut introduire un entre-deux ici, ouvrir des perspectives, faire que l'horizon se dégage et qu'on puisse dans chaque appartement avoir une cuisine, un grand balcon où on puisse s'installer. Et vous voyez la fenêtre un peu bizarre de cette cuisine rapportée, c'est la récupération des fenêtres des parties démolies, c'est-à-dire que c'est aussi un chantier dans lequel les garde-corps sont les garde-corps de 1962 récupérés. Les fenêtres sont les fenêtres de la première réhabilitation, et donc là aussi il y a une économie de la construction, mais quelque chose qui dit qu'on n'est pas là pour restaurer à l'identique les bâtiments de Zerfus, tout Grand Prix de Rome qui soit, et d'ailleurs, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir sur son travail, et par exemple le musée de Lyon, on est en droit de changer les choses, d'opérer cette métamorphose pour que on puisse assumer l'héritage des 30 Glorieuses pour faire qu'ils correspondent à notre façon de vivre d'aujourd'hui. Et vous voyez, on a fait un appartement témoin, ce qui est plutôt ce que font les promoteurs d'habitude. L'office d'HLM l'a meublé en allant dans un magasin, une enseigne où tout le monde peut acheter ses meubles, pour montrer que ça pouvait être un bel appartement, quoi, enviable. Je change de contrée. Je passe à Bordeaux, ou plus exactement à Bègles. Là, on est dans l'ancien centre de tri postal, construit en 1978 par l'administration des postes et désaffecté, racheté par l'EPA Euratlantique. Et là, on essaie de simuler le fait qu'à cet endroit où nous sommes, il y aura bientôt une rue. Donc, quand on allait là avec les visiteurs et qu'on leur disait « ici, il y aura une rue », ils nous regardaient un peu incrédules. Et au même endroit exactement, on a percé une rue. Donc on a créé à l'intérieur d'un bâtiment un espace extérieur, un entre-deux justement, qui est devenu une nouvelle façade. Et puis pour que ça soit agréable, on a contreplanté cette façade avec des bambous venus d'Anduze. Et puis ces bambous se sont développés. Les façades en aluminium, plus les bambous, plus le chemin,
c'est pour moi une façade, c'est-à-dire que la façade, c'est pas simplement un plan, c'est une épaisseur, une distance. Et puis, j'y suis retourné récemment, ça pousse. Vous voyez, le bâtiment est ouvert de cette façon-là. Et cet endroit est aussi un endroit de fraîcheur, avec de la vaporisation, de la micro-vaporisation, qui fait que la température descend et qu'on n'a pas besoin de mettre de l'air conditionné dans tous les bureaux, même si un certain nombre de gens ne résistent pas à cette tentation. Mais enfin bref, il fait plus frais ici, et vous voyez, on a l'impression de se promener dans une sorte de petit brouillard, comme ça, qui fait qu'il fait plus frais là qu'ailleurs. Et vous voyez la façade, on a repris le jaune de l'administration des postes, l'aluminium de la nouvelle façade et les palmiers, les lierres qui font partie intégrante du projet. Donc vous m'interrogiez sur comment être à la fois urbaniste, architecte, paysagiste. C'est pas en accumulant 3 spécialités, c'est en s'intéressant au monde qui nous environne. Et vous voyez, quand on est dans le bureau, avec les grandes fenêtres qu'on a pu soigner, parce qu'on en a fait 1000 à peu près identiques, donc on a pu avoir un prix. Donc ça a permis de faire toutes ces transformations, il y a maintenant une dizaine d'années, désamiantage, déplombage, aménagement, voilà, pour 1000 € du mètre carré, c'est-à-dire en permettant que ces lieux restent accessibles. Et qu'en tout cas, l'architecture ne soit pas une plus-value, mais soit quelque chose qui permette d'y installer la vie. Autre exemple, à Nantes, une usine que j'avais quand je m'occupais de l'île de Nantes au début de ce siècle, préservée pour garder l'emploi. Et puis un jour, il se trouve que l'usine s'en va, 20 ans plus tard, et qu'on me demande, à la suite d'un concours, je me trouve en situation de construire à cet endroit. Donc on imagine comment on transforme l'endroit pour faire des logements, des ateliers et des bureaux dans lesquels s'installe l'antenne nantaise de Doctolib. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste de la mémoire quand on a tout démoli ? Et ce qui restait, c'était l'empreinte de l'ancienne usine sur le parking voisin. On le voit très bien sur cette image, on a le parking, la trace de l'usine et le bâtiment qui prend exactement l'empreinte de l'ancienne usine. Ce qui fait qu'on comprend que la nouvelle construction est issue de quelque chose qui n'est plus là et qui pourtant persiste. Vous voyez le plan vue d'avion, on comprend bien qu'il y a un bâtiment adossé et que les nouveaux bâtiments qui sont au-devant empruntent, sans complètement les dupliquer, le vocabulaire qui est créé par l'adossement d'un bâtiment à un existant. C'est-à-dire que la question qui m'intéresse, c'est que alors ça a une répercussion sur l'intérieur, ça crée des endroits inattendus, qu'on n'aurait pas dessiné du tout comme ça s'il n'y avait pas ce profil. Et donc, si vous voulez, ça crée une relation avec non seulement le contexte, mais le contexte préexistant, c'est-à-dire celui d'une mémoire qui n'est plus là et qui pourtant est perceptible. Voilà. Dernier sujet, nous sommes à Nice. La photo que vous voyez, c'est le théâtre à gauche, le MAMAC, qui est le musée d'art contemporain, un palais des congrès de 20 000 m², et le projet de la ville de Nice et de son maire, Christian Estrosi, c'est de faire à cet endroit une forêt urbaine. Et donc il décide de démolir le théâtre, ce qui fait polémique, et de démolir un palais des congrès de 20 000 m², ce qui fait aussi polémique. Et pourquoi je pense que cette proposition, parce que le concours, donc, voilà, on garde le MAMAC, qui est transformé, enfin, qui sera maintenant transformé un peu plus tard, et se crée au même endroit une promenade. Mais cette promenade, elle est aussi un entre-deux quartiers,
et puis entre deux horizons. Et ce qu'on peut regarder aussi, voilà comment les choses évoluent, c'est-à-dire que maintenant, il y a une sorte de continuité entre la promenade qui avait été créée il y a 10 ans auparavant, la montée vers la terrasse du Mamac, et le fait que quand on se tient maintenant sur cette terrasse, on ait une vue sur la ville, c'est-à-dire à la fois le Vieux-Nice, le lycée Masséna, et qu'esthétiquement, la construction avec les briques au premier plan, la balustrade en terre cuite vernissée verte, emprunte à un certain nombre des codes, des parcs et jardins et de l'architecture qu'on voit depuis ce point de vue nouveau. Et donc ça veut dire que voilà comment c'était, c'est-à-dire qu'on était là sur le toit du Mamac, je regarde vers le Mont Gros avec l'observatoire construit avec une structure Eiffel et l'architecte de l'Opéra de Paris, Garnier, qui construit ce bâtiment magnifique, et le Palais des Congrès, là, qui est une acropolis, mais qui est une espèce de monstre en vérité, qui coupe la ville en deux et qui coupe le rapport du paillon, de la rivière enterrée, avec sa colline. Et quand on démolit les choses et qu'on ouvre cette perspective, ce qui se passe par cette suppression, qui peut paraître un peu, comment dire, excessive, c'est que la ville tout entière gagne autre chose, qui est ce contact à l'horizon et qui est le fait que les deux quartiers se regardent. Et vous voyez, les gens découvrent cette perspective, marchent sur l'allée centrale, mais marchant sur l'allée centrale, ils ne marchent pas dans un parc qui serait abstrait de la ville, pas plus que quand on marche sur la place du Havre, on est abstrait de la ville. Ce qu'ils voient, c'est la ville, et le parc, il va bien de façade à façade, et il concerne la ville, il n'est pas un espèce de lieu abstrait de son contexte, il est un lieu en dialogue avec son contexte. Et on le comprend ici, sur cette image, où on voit la colline du château, on voit cette perspective ici, on voit comment l'allée centrale ici vient redonner au Mamac une sorte de position qui fait que ce bâtiment qui était posé d'une façon hasardeuse retrouve sa position. Et tout ça, vous voyez, dans la ville comme cela, en travaillant sur l'entre-deux, en enlevant des bâtiments et en retrouvant des horizons. Et donc, voilà, je voulais terminer avec un petit texte que je voulais vous lire et que j'ai ramassé avant de venir et qui est une citation, deux citations, puisque c'est à la fois Élie Faure et c'est en même temps Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Velázquez, après 50 ans, ne peignait plus jamais une chose définie. Il errait autour des objets avec l'air et le crépuscule. Il surprenait dans l'ombre et la transparence des fonds des palpitations colorées dont il faisait le centre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne se saisissait plus dans le monde que des échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons par un progrès secret et continu, dont aucun heurt, aucun sursaut dénonce ou n'interrompt la marche. L'espace règne. C'est comme une onde aérienne qui glisse sur les places, sur les surfaces, s'imprègne de leur émanation visible pour les définir, les modeler et emporter partout ailleurs comme un parfum, comme un écho d'elle qu'elle disperse sur toute l'étendue environnante en poussière impondérable. Je suis désolé pour la façon de le lire, mais sur le fond,
Ça veut dire que la chose la plus importante, ce ne sont pas seulement les objets ou les personnages, mais l'espace qui se crée entre eux. Et c'est le propos que je voulais tenir ici, dans mon département préféré pour cette année. Merci.